Well, good morning, and welcome to all of you to this meeting, which is one of the sessions that we have on our Forestry Technical Network. We have regular meetings of those, and today we're very pleased to welcome a guest to us, Ghislain Fourmoux from Cameroon, who will tell us about legal wood from community forests. Is it possible? So we will have a presentation from him today, and we'll have a lot of questions, I have no doubt. We have colleagues that are dialing in from outside of Rome, so they are connected online. We have some that are connected from their offices as well, because we are streaming this. And this is part of a series of what we do to help share knowledge on forestry-related aspects that we have. We are very pleased to welcome Ghislain here today. As I said, he's from Cameroon. He's a forester and has been working for many years with communities and indigenous peoples, particularly in Cameroon, to look at community forestry, legality of wood, how they can help make sure that that happens, and present the information elsewhere. So the NGO that he's working with, Service d'appui aux initiatives locales de développement, SAILD, is in Cameroon, and I'm sure he will tell us a bit more about that today. He will make his presentation in French, but the PowerPoint itself will be in English, and I think for the good of all of us, we can have a bilingual discussion here today. So welcome to all of you, welcome to all of those outside of Rome. Christian is sitting by the computer. We'll be happy to take your questions and comments and so on as well. You can either sign in or we will give you the floor after we've had the presentation. But thank you also to the FLEC team for helping organize this. And I would like to give the floor to Ghislain. Thank you. Hello everyone. It's a pleasure for me to be here today to share with you what we do in the field to bring legality to the community forestry. Donc la présentation, j'aurai quatre points. Le premier point, je vais revenir un peu sur la situation des forêts communautaires au Cameroun. En deuxième point, le travail que nous avons fait dans le cadre du programme FAO FLEC, l'apport qu'ils nous ont apporté pour avoir du bois légal, et le lien entre ce que nous faisons et les autres initiatives du département des forêts de la FAO, et enfin quelques perspectives en matière de légalité et aussi en lien avec les autres initiatives. Il faut dire qu'au sortir de la conférence de Rio, le Cameroun est le premier pays qui s'engage à implémenter réellement ce qui était sorti, un peu la foresterie participative. Et il le fait en introduisant dans sa loi de 1994, sa loi forestière de 1994, les forêts communautaires qui apparaissaient comme une forme déjà un peu plus avancée de dévolution des droits aux populations locales et autochtones. L'objectif qui était recherché dans cette introduction, c'était d'améliorer que la foresterie communautaire contribue à l'amélioration du niveau de vie des communautés locales et des populations autochtones. Le second objectif, c'était justement d'assurer une bonne pérennisation des ressources forestières qui se retrouveront dans cet espace purement géré par les communautés. Donc, aujourd'hui, on est à peu près à plus de 20 ans d'expérimentation ou bien de mise en œuvre de cette initiative. Il y a pas mal de questions qui remontent. Ces questions, c'est aujourd'hui, on a 467 forêts communautaires attribuées au Cameroun qui représentent à peu près 1,7 million d'hectares. C'est important. Et sur les 467, on a seulement par an 120 forêts communautaires qui sont effectivement en activité. Tous les autres n'arrivent pas à exercer. Et dans ces forêts communautaires qui ne sont pas en activité, il s'installe l'exploitation illégale sans aucun document, sans aucune autorisation. Donc, le vrai constat, c'est que après toute cette période-là, on se rend compte que l'exploitation illégale est très grandissante et très présente dans les forêts communautaires.
à peu près 96 à 98% du bois issu des forêts communautaires alimente le marché local de bois illégal, donc du sciage illégal. Et les profits qu'on attendait justement de l'exploitation de ces forêts-là, du fait de tout le circuit informel qui s'est installé dans l'exploitation de ces forêts, on n'a pas les profits en matière des moyens pour les communautés. Donc, ça n'a pas justement finalement contribué à améliorer les conditions de vie des populations telles qu'on l'imaginait. Et le peu de moyens pour certaines forêts qui arrivent à exercer dans la légalité, il y a une gestion très opaque des revenus qui sont issus de ces forêts-là. Encore une fois de plus, donc ça ne permet pas justement d'améliorer les conditions de vie de toutes ces populations. Maintenant, au Cameroun, dans le cadre de l'APV FLECT, on s'est dit, qu'est-ce qu'un bois légal? Un bois légal, ils ont dit, le bois légal sera d'abord le bois qui est issu d'un titre forestier attribué légalement, mais qu'on peut justement retourner toujours à partir d'un bois à la source, c'est-à-dire la source qui vient justement de cette forêt qui est légale. Donc, on a justement la forêt et tout le circuit de production qui permet toujours de revenir à la forêt qui, au départ, a déjà pu démontrer tous les documents légaux qu'elle devrait avoir. Et c'est la conception que le Cameroun a intégrée dans ce que c'est que l'APV. Et les forêts communautaires constituent justement l'un des titres forestiers au Cameroun. Donc, elles sont aussi assujetties à cet APV et devront répondre des exigences de la grille de légalité qui sont développées dans ce cadre-là. Alors, pour arriver à amener les forêts communautaires à être légales, nous avons, au début de l'appui du programme, essayé d'avoir le niveau de légalité des forêts communautaires, à peu près 30 forêts communautaires au Cameroun, dans la région de l'Est, pour pouvoir comprendre en réalité quels sont les points de blocage en matière de légalité des forêts communautaires. Et sur ce graphe, vous vous rendez compte que aucune forêt communautaire, ça c'est l'ensemble des forêts communautaires avec lesquelles nous avons travaillé, aucune forêt communautaire n'est légale sur la base justement de ce diagramme. Et le niveau de légalité le plus élevé d'une forêt communautaire, ce n'est que celle-ci, qui est 4 barres, qui a un nombre sur les 37 vérificateurs, n'arrive à avoir que 70% des documents réels qu'elle devrait avoir. Donc, vous comprenez que la légalité est encore quelque chose de difficile dans ces forêts-là. Maintenant, il y a une... Oui, continuons. Maintenant, pour commencer à contrer ce problème de légalité, on s'est rendu compte que certaines forêts n'ont pas de documents parce qu'elles ont été accompagnées soit par des ONG qui ont emporté des autres documents. Donc, il y a un problème d'archivage aussi dans ces forêts-là. Certains documents, elles ne les ont pas parce que les procédures pour les avoir sont tellement complexes et elles n'ont pas la capacité de comprendre comment procéder pour avoir les documents. Certains documents, ils ne les ont pas parce que les moyens qu'il faut déployer pour les avoir ne sont pas à leur hauteur. Et donc, c'est sur ces éléments-là que nous avons bâti ce travail avec le programme, en développant ce que nous avons appelé le système de vérification communautaire de la légalité des bois. Et ce système comprend et des outils et des fiches techniques qui permettent aux communautés d'aller étape à étape pour avoir la légalité, mais aussi combine avec les technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire des technologies mobiles pour pouvoir collecter les documents, les archiver, mais aussi la technologie Codaba pour pouvoir assurer la traçabilité de leurs produits. L'objectif, c'est réellement d'assurer à la fin la légalité, c'est-à-dire d'assurer que la forêt communautaire qui travaille dans le cadre de ce système-là détient tous les documents légaux et enfin de démontrer à tout moment que le bois issu de cette forêt communautaire est un bois traçable. C'est-à-dire à partir d'un bois, on pourrait retourner dans la forêt en traquant à partir du code barre qui est accolé.
Donc, ce travail nous l'avons commencé en 2016 et aujourd'hui, on est déjà à une étape très avancée. Il est appliqué aujourd'hui dans 5 forêts communautaires, dans deux arrondissements, l'arrondissement de Dimako au Cameroun et de Doumé. Comment fonctionne le système? Le système, justement, sur le cas de l'APV, a les 2 grandes composantes qui peuvent assurer de la légalité du bois. Nous avons cette composante légalité. Dans la grille de légalité de l'APV applicable aux forêts communautaires, il y a 5 grands critères. Il y a les critères juridiques qui constituent l'entité même de la forêt. Il y a les critères sur l'exploitation, c'est-à-dire tous les documents qu'il faut avoir, les permis annuels d'opération qu'il faut avoir pour pouvoir exploiter normalement. Il y a des documents de transport du bois et des documents sociaux, les documents qui attestent de la conformité sociale et la protection de la biodiversité. L'ensemble de ces documents, c'est l'ensemble des documents et nous, à partir des procédures qui sont élaborées, on arrive à permettre à chaque communauté de pouvoir suivre l'obtention de son document. Sur cette base-là, lorsqu'il aura obtenu le document, il va falloir qu'il ait accès au système pour pouvoir l'archiver et démontrer à chaque acteur que sa forêt est légale. Et maintenant, nous avons de ce côté le système de traçabilité qui a essayé de segmenter toutes les grandes étapes d'exploitation dans les forêts communautaires à partir de l'identification de la ressource qui est l'inventaire jusqu'à l'évacuation, c'est-à-dire la sortie du bois de la forêt. Comment fonctionne le système normalement lorsque vous avez déjà tous les documents? On a ici une base de données centrale qui est de l'autre côté l'interface publique. De ce côté, nous avons l'interface utilisateur, c'est-à-dire l'interface des forêts communautaires. Les documents ou les informations sur le bois sont collectées à partir d'un smartphone où on a 2 applications qui sont développées, qui sont ensuite envoyées dans une base de données et par un système de filtrage, on essaie d'identifier les informations pertinentes à mettre à la disposition du public. Et pour le cas d'espèces, sur la partie légalité, on met à leur disposition surtout les documents sur chaque vérificateur, c'est-à-dire le grand public peut vérifier quel est le document que la forêt communautaire a, est-ce que le document est conforme, qui l'a signé, est-ce que c'est la personne vraiment habilitée à signer ce document. Donc, lorsque c'est publié, il suffit juste d'aller sur le site et puis vous cliquez, vous aurez justement accès au document et vous pourrez l'analyser. Sur la partie traçabilité, c'est justement cette partie qui est sur l'appareil mobile, un PDA, qui permet aux communautés de collecter l'information, d'envoyer dans cette base de données. Cette base de données permet justement de filtrer l'information et mettre seulement à la disposition du public l'information pertinente, c'est-à-dire par exemple les quantités de bois que la communauté les quantités de bois attribuées à la communauté pour cette année et la destination. S'il y a eu vente, ils ont vendu à qui et quelle était la destination de ce produit. Et bien sûr, avec les codes barres sur le produit permettant à tout acteur qui se retrouve face à ce bois-là de pouvoir le scanner et justement avoir exactement la position du bois, la position de l'arbre d'où est sorti ce bois-là. On peut continuer. Maintenant, quels sont les succès que nous avons engrangés au cours de ce travail? Nous avons aujourd'hui une amélioration de la légalité de ces forêts. Parce qu'il faut dire qu'en dehors de cet aspect purement technologique, il y a un accompagnement pour la mise à niveau aux critères de légalité que nous avons définis en haut. Nous les avons accompagnés, nous avons identifié 2 points qui tirent leur légalité vers le bas. Le premier point, c'est sur les activités d'identification de la ressource, dont des inventaires. Nous les accompagnons donc désormais à faire des inventaires pour pouvoir être légal sur ces critères-là. Et le deuxième élément, ce sont des éléments de la protection et la protection de la biodiversité. Et il y a par exemple les notices d'impact qu'elles devraient réaliser et que nous les accompagnons aujourd'hui à réaliser pour relever leur niveau de légalité. Donc, sur ce fait, on peut dire aujourd'hui, les 5 forêts communautaires qu'on accompagne ont eu une amélioration de la légalité à peu près de 30%. Le reste de pourcent, c'est
les problèmes entre l'administration et les communautés, parce qu'il y a des vérificateurs qui ont été introduits dans la grille de légalité qui ne correspondent pas au statut justement légal des forêts communautaires. Et bien heureusement, on est en train de réviser ces grilles de légalité pour les ramener au bon niveau. Avec cette application, on s'est rendu compte que les communautés aujourd'hui se sont appropriées la gestion de leurs forêts. Avant, c'était des opérateurs économiques qui venaient investir dans la forêt et qui détenaient tous les documents de la forêt. Et les communautés étaient totalement mises à part. Aujourd'hui, c'est elles qui identifient elles-mêmes la ressource et si elles n'ont pas de moyens d'exploiter elles-mêmes leur forêt, elles peuvent sous-traiter avec un opérateur, mais dit à l'opérateur où est-ce qu'ils doivent couper tel bois et eux-mêmes suivre le processus d'exploitation. Et ce que nous avons constaté à ce niveau, c'est que le taux de coupe sans justement transformation a drastiquement baissé. Parce que les opérateurs, quand ils entraient en forêt, ils pouvaient couper 5 arbres, ils ne voulaient pas savoir. Ce n'était pas souvent les vrais forestiers, donc ils n'avaient pas le temps de pouvoir identifier si c'est vraiment une ressource correcte. Le bois peut être troué et il coupe. Et c'est quand il avait coupé qu'il se rendait compte que le bois est coupé et il abandonne. Or, aujourd'hui, avec ce système, 80% de ce qui est coupé, justement, est sorti. Et là, c'est déjà un grand avantage. Autre élément, avant, les forêts communautaires n'avaient pas une très bonne relation. Il n'y avait pas une très bonne relation entre les forêts communautaires et les transformateurs de bois local. Pourquoi? Parce qu'il y avait un marché de dupes qui se créait entre ces deux acteurs et une méfiance entre les deux acteurs. L'un disait, les forêts communautaires disaient aux transformateurs, j'ai telle quantité de bois en forêt, pourtant réellement ils n'avaient pas fait l'inventaire pour savoir exactement la ressource. Et donc, quand ils nouaient des contrats, l'un n'arrivait pas à satisfaire l'autre et ça avait créé un climat de méfiance entre les deux acteurs. Aujourd'hui, avec ce système, on arrive justement à avoir l'ouverture vers d'autres acheteurs qui commencent à s'intéresser suffisamment sur ces forêts communautaires-là. Et on a exactement aujourd'hui certains acheteurs qui transforment le bois et exportent aujourd'hui vers l'Union européenne, qui exigent justement les éléments de preuve de légalité. Donc leur bois commence aussi à être exporté au niveau de l'Union européenne parce qu'on est capable aujourd'hui de démontrer la légalité de ces produits. Quels sont les challenges? Les challenges, pour la partie légalité, les challenges sont d'abord d'ordre réglementaire. Les textes qui régissent la gestion des forêts communautaires ne sont pas coordonnés. Ce n'est pas un texte unique, ce qui fait qu'il est difficile de travailler et d'amener actuellement les forêts communautaires totalement légales. Il faut donc aujourd'hui avoir des textes plus harmonisés qui permettent justement d'adapter la gestion justement au niveau de ces communautés-là. Il y a un challenge sur la structuration et la gouvernance. Le système, lui, il est bâti de sorte que ce n'est pas un système qui s'applique sur chaque forêt communautaire. Nous l'avons bâti sur le sens que ça devrait être un outil de gestion d'un grand groupe de forêts communautaires où chaque forêt communautaire aura une responsabilité. Et pour pouvoir assurer la pérennité de ce système, il faudra absolument travailler à mettre tous les forêts communautaires ensemble et utiliser ce système comme un système de gestion d'un groupe de forêts communautaires. Mais actuellement, c'est encore nous qui le faisons, mais il faut justement qu'on arrive à le faire pour pouvoir transférer à la fin la gestion aux communautés en faisant une bonne coopérative de forêts communautaires qui permet justement d'avoir ce type d'outils comme outil de gestion des forêts communautaires. Il y a aussi vraiment les challenges techniques et technologiques. Les challenges techniques, c'est pour pouvoir, l'exploitation forestière, c'est une grosse connaissance. Et les communautés ne sont pas quand même trop capables de le faire seules. Il faut justement leur transférer ces compétences en matière de gestion, ces compétences en matière technique, ces compétences en matière technologique pour qu'ils puissent justement s'approprier totalement la gestion. Et ça va justement avec les éléments d'autonomie dans la gestion des forêts communautaires. Maintenant,
Qu'est-ce qu'on a pu faire en dehors de ces éléments-là pour pouvoir commencer à apporter quelques appuis sur ces challenges? On a dit, on mettra, par exemple, au lieu d'apporter une subvention simplement aux forêts communautaires dans la réalisation de certaines activités, ce que nous leur apportons, c'est plutôt un préfinancement. Nous leur avons apporté un préfinancement pour réaliser des inventaires et ce préfinancement-là constituera finalement un fonds de roulement pour les années à venir. Là, ça permet de commencer à résoudre les problèmes d'autonomie et ils seront capables, certainement après nous, de pouvoir maintenir ce type d'activité. Il y a les éléments d'équipement, nous leur apportons des équipements nécessaires, ne serait-ce que pour assurer de la légalité de leurs produits. Mais avant d'assurer la légalité, il y aura des éléments d'autres à apporter en matière d'équipement sur la partie exploitation et sur la partie exploitation, des équipements d'exploitation. Donc, on essaie d'apporter ça. Et sur la partie inventaire, nous avons finalement pensé mettre en place toute une brigade d'inventaire au sein des communautés. Une brigade où nous avons identifié les compétences dans chaque forêt communautaire et on les oblige à se mettre ensemble pour commencer à renforcer ces éléments de structuration et de mutualisation des efforts entre ces différents acteurs. Et maintenant, il faut à la fin avoir des forêts communautaires qui fonctionnent sous un modèle de business. Et l'activité doit être un business parce que ça doit générer des revenus et c'est la gestion des revenus qui doit être sociale. Or, là, avant, c'était considéré comme toujours des subventions à apporter et on les maintenait dans un système où il faut toujours leur apporter des appuis. Donc, nous sommes en train de les préparer à aller vers des business models, des business plans pour pouvoir justement assurer la gestion et la pérennité de leurs produits. Maintenant, quel est le lien entre le SVCL et les autres initiatives? L'initiative sur la feuille de route de Brazzaville, on sait que cette initiative a été portée par la FAO, la Comifac et le ministère congolais des forêts, qui est une initiative très intéressante parce que ça remet encore au bout du jour la grosse question de la foresterie participative. Et ça donne des orientations très précises sur comment est-ce qu'on peut rebooster aujourd'hui la foresterie participative. Et dans cette feuille de route, on y a identifié quelques éléments qui permettent justement de le renforcer. Ils promeuvent justement d'avoir des outils simples qui permettent justement aux communautés de s'approprier la gestion des forêts. Et je pense que c'est ce que le SVCL est en train de faire aujourd'hui. Tous ces outils-là permettent aujourd'hui de mettre les communautés au centre de la gestion des forêts. Et c'est une chose sur laquelle on peut adapter. Et on constate justement aujourd'hui que les communautés ne participent plus à partir de ce système-là de manière passive. Elles participent de manière active parce qu'elles permettent de faire monter l'information. Avant, il était difficile de connaître, par exemple, quelle est la quantité de bois produit par les forêts communautaires chaque année. C'était très difficile. Au niveau du ministère, ils étaient incapables de le faire. À partir de ce système, on arrive déjà à avoir une information qui remonte. Et ça, ce sont des expériences qu'on peut capitaliser dans le cadre de cette feuille de route. Ça renforce justement aujourd'hui la maîtrise de la ressource. Ce système permet justement de maîtriser la ressource parce que ça apporte des outils efficaces qui permettent justement d'avoir le plus d'informations sur la ressource. Et à la fin, on arrive quand même à aller vers un entrepreneuriat dans le secteur forestier, dans le secteur des forêts communautaires. Parce que construit sur un modèle qui permet de générer de la ressource, d'avoir une bonne maîtrise de ce qu'on investit et une bonne maîtrise des bénéfices. Et à la fin, comment est-ce qu'on peut utiliser ces bénéfices pour améliorer les conditions de vie des communautés. Pour l'initiative sur la gestion Sustainable Wood for Sustainable World, le bois durable pour un monde durable, je pense ce qui est important ici, c'est de commencer à mettre en lien tous les acteurs d'une chaîne. Celui qui produit un produit qui est légal et celui qui veut un produit qui est légal. Parce que si ce système arrive à promouvoir, comme ce système arrive à promouvoir ces deux acteurs, toute cette chaîne-là,
ça contribue exactement à cette initiative. Le producteur qui est légal, le transformateur ou bien l'acheteur qui veut du bois légal, on les met en lien à partir, par exemple, de la plateforme en ligne, la partie ouverte au public, qui permet justement aux opérateurs de venir savoir qui a la ressource légale et comment entrer en contact avec celui qui a une ressource légale. Et bien évidemment, on est en train d'avancer un peu avec le système pour permettre aux acheteurs aujourd'hui de venir publier leurs demandes de bois légal aussi, permettant aussi aux forêts communautaires qui ne sont pas encore dans le système de commencer à voir qui veut du bois et encourager ceux qui produisent du bois légal, ceux qui ne produisent pas encore du bois légal à aller vers la légalité. Donc c'est aussi le lien que nous voyons avec ce système-là. Et à la fin, qui dit légalité dit une très bonne contribution aussi à la REDD+. Parce que je vous ai pris un exemple concret de dire on n'a plus des coupes anarchiques, les coupes sont très contrôlées. Ça veut dire qu'on réduit justement le nombre d'émissions du fait de la coupe du bois. Et ça, c'est une contribution importante. Et bien évidemment, si on est en train d'encourager d'avoir des plans simples de gestion des forêts communautaires plus corrects, ça permet justement de réduire les impacts de l'exploitation forestière ou bien de la dégradation et de la coupe sur l'installation de l'agriculture dans ces forêts communautaires-là pour justement être une très bonne contribution pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. Qu'est-ce que nous entendons faire pour ces deux prochaines années? C'est d'étendre le SVCL à plus de forêts communautaires. On a dit le Cameroun a 486 forêts communautaires. On a pour le moment 120 qui sont actives chaque année. Et pour le moment, on travaille seulement avec 5 forêts communautaires. Donc, il y a encore à faire pour pouvoir avoir le niveau d'impact qu'on recherche. Il faut l'étendre dans d'autres régions et dans d'autres arrondissements. Il faut commencer, nous imaginons déjà qu'il faut faire déjà le second pas. Si on a déjà fait le pas sur la manière d'exploiter, il faut faire le pas sur la manière de gérer, parce que c'est cette manière de gérer qui améliorera les conditions de vie des populations. On pense déjà intégrer les modules de gestion financière dans nos applications pour permettre justement une meilleure rentabilité et une meilleure utilisation des revenus issus des forêts communautaires. Il faut développer, nous on pense que le SVCL qui est juste un élément un peu plus technologique, mais à côté il y a pas mal d'éléments, de services techniques qu'il faut développer pour accompagner une mise en œuvre efficace de ce système-là. On accompagne déjà sur l'identification de la ressource à partir des inventaires, mais il faut aussi accompagner aussi sur des services d'exploitation réellement dits, pour qu'ils ne soient plus obligés toujours de sous-traiter leurs activités, et ce sont des opérateurs économiques qui tirent le grand bénéfice de l'exploitation de ces forêts. Donc il faut développer ce type de services, notamment nous pensons à la mise en place d'une centrale de prestation de services où on identifiera suffisamment les services que les forêts communautaires peuvent eux-mêmes se donner et les services qui ne peuvent pas se donner, et mettre en place un système qui permet justement de leur produire ce service-là de manière durable. Avec les 5 forêts communautaires avec lesquelles on a fait le pas sur la partie légalité et traçabilité du bois, je pense avec ça, on peut déjà aller au moins vers une certification contrôle route du FSC avec ces forêts communautaires-là. On est en train d'imaginer d'aller vers ce type de certification. D'abord, contrôle route, pas encore gestion durable, parce que la gestion durable sera encore plus globale, mais seulement contrôle route pour pouvoir donner une plus-value et un label au bois des forêts communautaires. Voilà, c'est ramasser ce que nous avons fait déjà en 3 ans de travail avec l'appui du programme FAO FLECT. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
Thank you very much for that very interesting presentation. I'm Svea Senesi from the Forest and Farm Facility, and we work with producer groups, also including community forestry groups, for example, in different countries. And I have two questions. One is, you presented the 5 criteria of legalité, and one of that is, I think, social, and I would like to know a bit more what that includes. And the second one is, I found it very interesting, all the effects that the introduction of this system had, the positive also side effects, kind of. And I was wondering if there are any studies or assessments that this, by introducing this system of traceability, better kind of governance and management, if that had any effect on also the costs, the prices of the timber in the end, and maybe also additionally to the groups, the community groups' access to finance, maybe, because we know from our work, this is one of the key challenges of such small producer groups. Thank you. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation aussi qui m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup aimé aussi l'ouverture à la fin sur la gestion. Je suis moi-même dans l'équipe de gestion de la forêt. Et j'aurais voulu savoir si, en termes de gouvernance, le choix des objectifs, des investissements dans les forêts après l'exploitation peut poser aussi des problèmes, dans le sens où si le représentant de la communauté ou les représentants avec des droits coutumiers, etc., si le fait que tout le monde ne soit pas du même avis peut entraîner justement des accords multilatéraux, de l'exploitation illégale en fait. Yes, I'll speak in English, and my French is not very good, and I fear a little bit that I may have missed. You may have actually answered some of these questions, but I had 2 questions. One was following up on Svea's query about price incentives. You know, to what extent are the communities earning more through being in compliance with these regulations and so on as an incentive for this system to work? Because I think one of the challenges for community forestry is projects have worked well as long as it's been external funding, but once that dries up, sometimes the community forest approaches fall down. So what are the incentives that are going to maintain this for the long haul? And the other is, my understanding was in the mid-2000s, or late 2010 maybe, there was a discussion of a new forestry law or new regulations, particularly focused on the domestic timber market in Cameroon, and I wondered what impact that it had. Thank you. Bonjour, c'est Génion. Je coordonne un projet sur la légalité du bois au sein de l'équipe FLECT. Alors, j'ai aussi 2 questions. La première, c'est par rapport, vous avez parlé des 37 vérificateurs de la légalité. Donc, c'est juste pour savoir si c'est les mêmes vérificateurs de la grille de légalité de l'APV ou si c'est d'autres vérificateurs. Auquel cas, si vous pouvez nous expliquer un peu mieux, en fait, comment vous pouvez, comment vous réglez ce problème de décalage. Et l'autre question, c'est par rapport à la gestion. Enfin, vous avez très bien souligné l'importance d'avoir une gestion presque business, en fait, de la forêt communautaire. En même temps, il s'agit d'une forêt communautaire dont la responsabilité est de la communauté, qui n'a pas de personnalité juridique. Et donc, du coup, c'est souvent difficile, en fait, de réconcilier ces 2 dimensions, compte tenu du fait qu'une communauté n'a pas un chef d'entreprise qui... C'est une structure très différente et très difficile à concilier avec un modèle business. Donc, ce serait intéressant de savoir un peu plus comment vous pouvez... Qu'est-ce que vous envisagez, en fait, pour régler ce problème. Merci. OK. OK, merci pour toutes vos questions. La première, les critères sociaux qui sont inclus dans les grilles de légalité de l'APV, c'est par exemple les œuvres sociales qui sont réalisées à partir des revenus issus des forêts, de la gestion de ces forêts. C'est par exemple les réunions de concertation qui ont souvent eu lieu au cours de la gestion de la forêt. Oui, je disais, c'est les œuvres sociales qui sont réalisées avec des revenus issus de la gestion de ces forêts. Ce sont des réunions de concertation au sein de la communauté
qui ont souvent eu lieu. Et généralement, tout ça doit être consigné dans un rapport qui permet de savoir exactement quelle était la quantité de bois qui était exploitée, quel est le revenu que ça a engendré et comment est-ce qu'on a utilisé ces revenus-là pour le bien-être des communautés. C'est bien évidemment aussi la mise en œuvre du calendrier des œuvres sociales, le plan de réalisation des œuvres sociales qui sont mentionnés dans le plan SEM de gestion de cette forêt. C'est l'état un peu de mise en œuvre de ces éléments-là qui constituent les critères de légalité de la grille, en fait. Sur la deuxième question, je pense que c'était le prix. Le prix, qu'est-ce que ça va coûter? Est-ce que ce n'est pas un élément de plus pour matraquer, en fait, pour rendre moins bénéfique la gestion des forêts? Oui, je pense que si on reste dans un système statique, on aurait tendance de le dire. Actuellement, nous n'avons pas encore fait vraiment une évaluation économique de ce système et nous le ferons d'ici avril parce qu'on n'a pas encore... ceux qu'on a accompagnés, on a trouvé déjà les acheteurs de ce bois. Or, quand on fait un tel système, il doit avoir une plus-value en réalité et on doit comparer la plus-value que ça apporte et la situation hantée. Donc, sur ce fait-là, on ne peut pas encore réellement se prononcer. Mais le premier constat qu'on a pu faire, c'est que le fait que nous amenons les communautés à fonctionner en toute légalité libère quelques poches de dépenses inutiles. On s'est rendu compte que plusieurs communautés ne réalisaient pas les inventaires, mais en réalité, elles avaient les documents qui attestaient qu'elles ont réalisé des inventaires. Comment ils se faisaient? C'était par un mécanisme de corruption, en fait. Et ce mécanisme de corruption-là, on s'est rendu compte qu'il coûtait encore plus cher que le fait de réaliser correctement l'activité. Donc, quand on essaie d'additionner tout ça, nous sommes convaincus du fait que ça pourrait suffisamment réduire les coûts. Un autre élément que nous avons pu constater, c'est que sans ce système, les déclarations, par exemple, de volume de bois qui étaient exploitées par un sous-traitant étaient des fausses déclarations, en fait. C'était très sous-estimé comparé à ce que la communauté peut elle-même, finalement, parce qu'elle a suivi l'exploitation, peut identifier en termes de quelle est la quantité réelle de bois. Donc, finalement, on se rend compte, si on s'arrête seulement sur ces éléments-là, on a tendance à croire que ça va coûter un peu, ça va coûter quelque chose, mais comparé à ce que ça va apporter, ce sera un peu plus important. C'est ce qu'on essaie de faire, mais on pourra donner une évaluation un peu chiffrée d'ici avril, lorsqu'on aura des nouveaux partenaires qu'on aura pu négocier. L'ouverture sur la gestion, le choix des objectifs de gestion. Oui, je pense... L'élément, en fait, l'approche de l'égalité a ceci de particulier que certains critères obligent une concertation et l'adoption d'une décision commune. Et le véritable problème dans les forêts, c'est quand, par exemple, le plan simple de gestion, lui, il est validé par une seule personne, sans un processus de concertation réel au sein des communautés qui pose problème dans la manière de réaliser. Donc, si cela est fait correctement et en toute légalité, je pense que ça mettra désormais des gens sur le même pied de l'égalité. Et justement, les problèmes qui existent à ce niveau, c'est qu'il y a certains dans une communauté qui veulent passer à l'agriculture, par exemple. Défricher des espaces pour faire l'agriculture. Il y a certains qui veulent faire justement de la coupe du bois, mais en réalité, tous ces éléments ne sont pas contradictoires en fait. C'est surtout comment est-ce qu'on planifie la forêt qui pose problème. On peut s'accorder de dire tel espace sera destiné purement à l'agriculture et tel autre espace sera destiné justement à l'exploitation du bois. Si on le fait, je pense qu'on serait plus d'accord et il faut faire justement un réel suivi de cela.
Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris la troisième question. I think, Andrew, you were asking about the governance issues within the communities. Well, it was really more about this issue of, for the systems to work, ideally they would get they would make more from compliance, which would contribute to its sustainability. And I suppose a related piece of this is compliance has its costs. And so that the additional earnings would need to more than compensate for this additional cost of compliance. Donc c'est There la are question some issues de, with corruption and so on that it's complicated from an analysis perspective. c'est la question de la durabilité de votre approche. Qu'est-ce qu'il se passe une fois que les subventions disparaissent et qu'elles ne peuvent plus compenser ou prendre en charge les coûts de la légalité? Est-ce que vraiment l'absence des coûts de la corruption peut compenser les coûts de la légalité? Dans le long terme, comment vous voyez le financement durable de cette... Le financement durable de ce système, ça va un peu sur les éléments de perspective que je présentais. C'est-à-dire qu'il faut, dans la conception du système aujourd'hui, nous l'avons conçu pour que ça s'applique dans un groupe de forêts et non dans une seule forêt. Et donc, c'est un élément qui commence à obliger les forêts communautaires de se mettre ensemble et de créer justement une bonne instance qui permet de réguler leur manière de gérer et où on doit pouvoir développer des services vraiment en fonction des besoins des gens. L'un des services, par exemple, que nous imaginons dans ce cadre-là, c'est le service de renouvellement de leurs documents. Lorsqu'ils réalisent des activités cette année, dans la vente du bois, il y a un pourcentage qui devait revenir à l'instance qui permet de gérer tout le système. Donc, en le faisant, on est sûr que cette instance-là permettra de toujours être le moyen de pression pour réduire la corruption sur les forêts communautaires prises individuellement. S'ils se mettent ensemble et qu'ils défendent vraiment leurs intérêts, ce sera difficile que les éléments de corruption surgissent après. Aujourd'hui, nous sommes là, ce qui fait que même l'administration, lorsqu'ils commencent à réagir, nous avons les capacités de les mettre mal à l'aise. Et il faut donc qu'on arrive à avoir ce système-là qui permet de faire ce travail par la suite. Donc, c'est un peu ce que je pense. Ghislain, peut-être à ce sujet, tu peux dire un mot sur les défis de gouvernance et de gestion des ressources que vous avez eus au sein de la fédération? Oui. There's an interesting experience you can share because with the funding they managed to raise from the subvention, but later from selling the wood, they had really big issues of what to do with this money. Oui, quand nous avons commencé un peu ce travail, nous sommes allés sur la base de dire nous travaillons à une fédération de forêts communautaires. Et chemin faisant, on s'est rendu compte qu'il y a aussi un travail de gouvernance interne au sein des communautés qui pose problème. Il y a certains paysans qui veulent s'ériger en super paysans à la fin lorsque vous avez apporté un appui. Et commencent à être ceux-là réellement qui captent toutes les ressources. Mais c'est pourquoi nous réfléchissons à ce modèle sur lequel nous réfléchissons. C'est un modèle qui ne permet pas à ce que ce soit des paysans qui se mettent, qui deviennent subitement les grands gestionnaires. Non, ce n'est pas ce type de modèle qui peut marcher. Le type de modèle qui peut marcher, vraiment, c'est une centrale de prestation de services où on sait les services qu'on rendra à chacun et vous payez en fonction du service. Mais ce service n'est pas en réalité pour générer beaucoup d'intérêt, mais ce que vous payez permet juste de maintenir le service en réalité. Et là, on est sûr qu'il n'y aura pas de question de celui qui est travailleur et l'autre employé en fait. Je reviens donc justement à la dernière question. Les vérificateurs de la grille de légalité. Il s'agit de la grille de légalité de l'APV. Ce n'est pas une autre grille de légalité. Les évaluations ont été faites sur cette base-là et il s'agit de ces grilles-là. Mais sauf que dans la conception de la grille, je pense que certains ont mis des éléments qui devaient naturellement bloquer un peu le système. Je vais vous prendre un exemple. On met dans la grille de légalité qu'il faut un récépissé de dépôt, par exemple, de l'attribution de la forêt. À quoi ça sert le récépissé lorsque vous avez l'acte d'attribution de la forêt, par exemple?
vous n'avez plus le récépissé. Or, ce sont des éléments qui sont introduits dans la grille qui nous empêchent aujourd'hui d'avoir un taux de légalité de 100%, mais quand tu le présentes comme ça défavorise les forêts. Donc, c'est pourquoi, justement, on est en train de travailler à réviser un peu cet aspect-là. L'aspect business, ce que nous pensons, c'est que l'exploitation forestière, c'est d'abord du business. Et c'est d'aller d'abord dans un modèle de business dans la conception de la partie exploitation. Ce qui change, c'est dans la conception de la gestion des revenus. La gestion des revenus, ce n'est pas pour le bien des individus. La gestion des revenus, c'est pour le bien de la communauté. Et c'est où ça permet de mélanger l'aspect business et l'aspect social. L'aspect social doit venir à la fin. Mais pour pouvoir avoir des revenus, pour faire du social, il faut bien concevoir le modèle business. Et c'est ce qu'on est en train d'imaginer. Imaginez en faisant une vraie centrale de prestation de services, où dans cette centrale-là, on a déjà identifié le coût du business. C'est ce qu'on est en train de faire aussi dans les plans d'affaires. On veut savoir exactement, pour produire 1000 mètres cubes de bois, qu'est-ce que ça va coûter à une communauté? Et sur cette base-là, il peut justement négocier des contrats avec des acteurs. Parce que souvent, aujourd'hui, ils négocient des contrats sur la base de rien. Et donc, on leur dit, on va vous donner 25 000. Et ils croient que 25 000, c'est déjà beaucoup pour eux. Mais quand ils commencent à s'investir, ils se rendent compte qu'en réalité, ils ont perdu. Donc, il faut d'abord faire ce vrai modèle business dans la manière de produire. Et on fera le modèle social sur la base des revenus qui sont issus de la gestion de qui sont issus de l'exploitation de cette forêt. My question was to do with the role of the government versus role of the NGO, and I'm not so sure. So, for example, preparation of the forest management plans and technological support and so forth is provided by who, and how is it likely to change beyond the project lifetime? My question is very practical, but I think also, sorry, speaking in English, but related a little bit to what Safia is asking. You say the SVCL can interact well with other systems, is it currently interacting with a government platform for data management? Is it duplicating, or can it simply be adopted by the government to manage community forestry, something in the future? How do you see that working? Serena, I have a question first. One of your 5 criteria was on biodiversity. I would like to hear a bit more about this. We've heard about timber. You're going to extend this also to how the legality of bushmeat, other non-forest product. Should we don't need this to be outside, right? Bon, merci. Mon français, c'est pas très bien, mais je vais essayer. Vous avez bien noté la connexion avec la RED au final de la présentation. Je voulais savoir un peu si les activités de communauté ont été relationnées avec les stratégies nationales, ou quelle était la connexion là, s'il y avait des dialogues avec le gouvernement pour ça. Merci. Ok, je commence un peu par le lien. C'est les deux, n'est-ce pas? Ça se retrouve. Ben, le lien, c'est au Cameroun, il y aura tout un système qui permettra de faire la délivrance des autorisations FLECT de toutes les exportations de bois dans l'Union européenne. Et cette plateforme-là est en cours d'élaboration. Nous avons créé les liens entre le système et la plateforme du gouvernement. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne faut pas faire la différence, il ne faut pas faire mélanger la plateforme du gouvernement et la plateforme des communautés. Pourquoi? Parce que les objectifs sont totalement différents. Le système, c'est en réalité un système de gestion. C'est plus qu'un système de traçabilité, en fait. Ce n'est pas seulement pouvoir dire que le bois vient de telle forêt, mais c'est un système de gestion des forêts communautaires que nous avons développé. Or, le système national, c'est un système juste qui permet d'assurer que justement ce bois vient du Cameroun et ça vient à tel endroit. Et donc, ce qu'on a créé, c'est les liens qui permettent de partager des informations dont le système national aura besoin, simplement. Mais pas toutes les informations, parce que le système du gouvernement n'a pas besoin de toutes les informations qui existent
dans les forêts. Dans notre système, on saura, à tout moment, il est possible de savoir quelle est la quantité de bois qui ont été inventoriés. À tout moment, il est possible de savoir quelles sont les quantités de bois qui ont été abattues déjà et qui sont encore en forêt. On peut savoir toujours quelle est la quantité de bois qui sont déjà sciés et qui vont sortir d'un mois à l'autre. Et donc, c'est plus global, ça répond aux besoins des communautés qu'aux besoins du gouvernement. Mais bien évidemment, on donnera juste les informations nécessaires pour le système du gouvernement. L'autre question sur la légalité du bushmeat. Non, les critères sur la biodiversité, ce sont des critères qui permettent juste dans la manière d'exploiter, de protéger la biodiversité. C'est tout ce qu'il y a comme critère sur la biodiversité. Notamment, il est demandé comme élément sur la biodiversité toutes les mesures qui sont consignées dans le plan, ce qu'on a appelé une notice d'impact environnemental. Il faut qu'il fasse une notice d'impact environnemental, mais qu'il s'identifie qu'est-ce qui doit être fait dans la manière d'exploiter qui permettent de protéger, par exemple, les éléments de biodiversité. Et on fait juste le suivi si ces éléments-là ont été protégés comme ils se devaient dans le système. Il ne traite pas strictement du bois, du gibier et tout le reste, quoi. Sur la question en lien avec la RED. Le processus RED au Cameroun s'est conduit, d'abord le fait que ça a été conduit par un autre ministère qui n'est pas le ministère des Forêts, c'est conduit par le ministère de l'Environnement. La stratégie, elle a ses faiblesses parce qu'elle ne prend pas suffisamment en compte cette spécificité forêt communautaire dans les mesures d'atténuation et autres. Pourtant, justement, lorsqu'on a fait des études, on s'est rendu compte que la première cause de la déforestation au Cameroun, c'est l'agriculture sur brûlis menée par des petits paysans, parce que quand on additionne finalement, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est pas vraiment, le lien n'est pas bien créé. Tous les projets pilotes RED qui sont développés aujourd'hui, il n'y a aucun projet pilote sur les forêts communautaires. Il y a un projet pilote avec les forêts communales, c'est-à-dire les forêts des collectivités territoriales décentralisées. Ce n'est que là qu'il y a des projets pilotes. Et il y a un autre projet pilote sur un massif forestier, mais dans ce même massif forestier, il y a même des forêts communautaires et ils n'ont pas pu vraiment faire le lien avec tout ça. Donc, il y a un peu un vide, à ce niveau dans l'élaboration de la stratégie RED. Any more questions? Should we give them a warm thank you? Merci beaucoup.